C'est Dr. Ijahmin Hanan, donc je suis assistante principale au CHU Mustafa Bacha. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de l'épidémiologie et la bactériologie des otites moyennes aiguës. Donc le thème, c'est toutes les pathologies infectieuses de l'oreille moyenne. Aujourd'hui, on va aborder le premier titre, c'est l'épidémiologie et la bactériologie des otites moyennes. Après, il y a tout un programme où on va parler des aspects cliniques, de l'antibiothérapie, des traitements, tous les volets thérapeutiques. Donc, comme introduction, donc on dira que les infections ORL sont très fréquentes. Donc, c'est les premières causes d'infection chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, elles sont dominées par les rhinopharyngites, les otites moyennes aiguës et les rhinosinusites. Alors, plus souvent, ces infections ORL sont bénignes, donc avec une probabilité de guérison spontanée pouvant atteindre 80%. Cependant, elles ont un retentissement social, individuel et collectif important. C'est-à-dire que ça peut amener à des arrêts maladie, à entraver l'activité professionnelle de la personne. Elle représente la principale cause de consultation des médecins généralistes et des médecins pédiatres spécialistes. Donc, elles sont responsables de plus de la moitié des prescriptions antibiotiques, donc la prescription antibiotique elle-même peut provoquer de multiples recours à des thérapeutiques symptomatiques dont le rapport coût et efficacité n'est pas établi. Donc, elle peut entraver l'activité sociale, professionnelle et même économique. Alors, parmi ces infections ORL, on va citer les otites moyennes aiguës. C'est le thème de notre session. Donc, les otites moyennes aiguës, c'est l'infection bactérienne la plus fréquente de l'enfant. Donc, elle touche plus l'enfant que l'adulte. L'adulte est rarement touché. Donc, comme introduction, comme rappel anatomique, donc c'est quoi l'oreille? Alors c'est l'organe de l'audition et de l'équilibration. Donc, il est constitué de quoi? Il est constitué d'une oreille externe qui est faite par un pavillon de l'oreille, par un conduit auditif externe. Elle est faite d'une oreille moyenne qui est située entre le tympan et la fenêtre ovale. D'accord? Donc, c'est une cavité aérique, oreille moyenne. Et puis, on a l'oreille interne, c'est là où on a la cochlée, l'organe auditif et vestibulaire. Alors, pour l'oreille externe, donc, la peau, elle est tapissée par une peau. On appelle ça la peau du conduit auditif externe. Cette peau, elle est riche en flore commensale, donc qui est qualitativement proche de la flore cutanée, mais elle a des proportions relativement limitées, quantitativement limitées par rapport à la peau normale. Pourquoi? Parce qu'il y a du cérumen à l'intérieur du conduit auditif externe. Donc, l'activité bactéricide du cérumen fait que la flore commensale, elle est réduite. Donc, vous savez que le cérumen, donc il est sécrété par les glandes sébacées qui sont situées dans le derme de la peau du conduit, et ils ont une action, il a un rôle de lubrification et de protection contre les surinfections, qu'elles soient bactériennes ou mycosiques. Alors, pour l'oreille moyenne, elle est tapissée par une muqueuse de type respiratoire. Donc, on avait dit que l'oreille moyenne, elle est située entre le tympan et la fenêtre ovale. Donc, elle est tapissée, c'est une cavité qui est aérique. C'est une cavité qui est aérique, donc il y a de l'air à l'intérieur. Et du coup, elle est tapissée par une muqueuse, non pas par de la peau, mais par une muqueuse de type respiratoire. Donc, elle a besoin d'air pour respirer et pour fonctionner surtout normalement. Elle contient les osselets, donc le marteau, l'enclume et l'étrier. Et donc, elle permet de transmettre l'onde sonore. Alors, cette caisse du tympan, donc cette oreille moyenne, on appelle ça caisse du tympan aussi, elle est stérile.
on n'est pas censé avoir des germes commensaux à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de flore commensale à l'intérieur de l'oreille moyenne. Alors, cette oreille moyenne, elle communique avec le nasopharynx par alors, elle communique avec les fosses nasales par la trompe d'Eustache. Donc, on avait dit la trompe d'Eustache, c'est ça. Voilà. C'est un canal fibrocartilagineux qui relie l'oreille moyenne au nasopharynx. Le nasopharynx appelé communément le cavum. C'est quoi le nasopharynx? C'est l'arrière-cavité qui est située derrière les fosses nasales. Donc, c'est l'arrière-cavité des fosses nasales. Alors, dans cette fosse nasale, il y a ce qu'on appelle l'orifice tubaire. L'orifice tubaire, c'est l'orifice qui s'abouche au niveau du nasopharynx, qui vient du conduit fibrocartilagineux qui est la trompe d'Eustache. Donc, l'oreille moyenne, elle s'abouche au niveau du nasopharynx via cette trompe d'Eustache et via cet orifice tubaire qui est situé sur la paroi latérale du nasopharynx. Alors, l'otite moyenne aiguë, donc c'est la raison la plus commune pour une prescription d'antibiotiques. Et qui dit prescription d'antibiotiques dit risque de développement de résistance. Alors les germes les plus en cause, on va les détailler après. Alors je ne sais pas ce qui se passe, ça ne marche pas. Ah, voilà. Alors les germes en cause, donc on en a 4. Dont 2 sont prédominants, c'est le Streptococcus pneumoniae et l'Haemophilus influenza, qui représente 80% de toutes les OMA. Donc, suivi de la Moraxella cataralis, qui est retrouvée dans 3 à 20% des cas, et le Streptococcus pyogène de 1 à 13% des cas des OMA. Alors, pour l'épidémiologie, donc on dira que l'otite moyenne aiguë, c'est l'infection bactérienne la plus fréquente de l'enfant. Donc elle est aux USA, donc 7 à 10 millions de cas sont diagnostiqués. Donc environ 50 à 80% des enfants ont au moins un épisode d'OMA avant l'âge d'1 an. Donc 80 à 90% avant l'âge de 3 ans, avec un pic d'incidence qui se situe entre 6 et 15 mois de vie. De plus, 10 à 15% de tous ces enfants vont présenter des infections récurrentes qui sont définies par une fréquence élevée, supérieure à 3 épisodes dans les 6 mois ou supérieure à 4 épisodes dans les 12 mois. Ça, c'est des statistiques relevées selon les études. L'OMA, donc otite moyenne aiguë, c'est la raison la plus commune pour une prescription d'antibiotiques avec risque de développement de résistance. On l'avait dit, le taux de prescription d'antibiotiques pour l'OMA varie de 56% aux Pays-Bas à 95% aux États-Unis. Encore des chiffres à l'international. Si l'on exclut les coûts des complications et des comorbidités associées à l'OMA, donc les coûts de traitement de la maladie en 2008 se situaient entre 100 et 400 millions de dollars australiens. Donc, les visites chez les médecins généralistes et les médecins constitués et les médicaments constituaient une part importante de ces coûts. Les taux de prescription d'antibiotiques restent élevés, donc malgré les preuves évidentes d'un bénéfice limité des antibiotiques dans la plupart des cas d'otite moyenne aiguë et les préoccupations concernant la résistance bactérienne. Donc, pour les facteurs de risque, donc l'OMA, elle peut toucher toute personne normale, tout malade, tout enfant, tout adulte, surtout les enfants. Tout enfant normalement constitué, sans antécédent, peut contracter une OMA. Par contre, il y a des facteurs qui sont prédisposants, c'est-à-dire que chez certaines personnes, elles auront plus tendance à développer une OMA que d'autres. On a les facteurs constitutionnels qui sont liés à l'individu lui-même. On a l'âge et le sexe, donc ça touche plus l'enfant de moins de 4 ans, avec un pic entre 6 et 12 mois. Le sexe masculin serait plus prédisposé, mais ça reste controversé.
Les malformations congénitales, donc les malades atteints d'une fente palatine. Donc la fente palatine, c'est la division palatine. Le voile du palais, donc la luette, donc elle est divisée. Donc le malade naît avec une malformation congénitale, c'est-à-dire que le voile, au lieu que ça soit comme ça, en V, donc il sera ouvert. Donc ça sera sous forme de rideau. Et donc, le malade aura une rhinolalie, il aura plus tendance à développer des infections rhinopharyngées de la sphère ORL d'une manière générale. Et tout ce qui est rhinopharyngie, tout ce qui est infection de la sphère ORL va se propager, risque de se propager latéralement via la trompe de Stache et se développer au niveau de l'oreille moyenne. Donc c'est une contamination par contiguïté. On a la deuxième malformation, c'est la trisomie 21. Donc, c'est un syndrome, trisomie 21. Donc, par quel mécanisme? Donc, on a l'hypotonie musculaire qui est retrouvée dans ce syndrome. Elle entraîne une altération d'ouverture de la trompe de Stache. Donc, il y a un dysfonctionnement de la trompe de Stache. Donc, et du coup, la caisse de l'oreille moyenne, elle est pas bien aérée et ça provoque une inflammation chronique. L'inflammation chronique peut se surinfecter. Tout ce qui est inflammation chronique, c'est un lit d'infection. C'est un facteur prédisposant à des surinfections, des épisodes de surinfection. On a la deuxième théorie, c'est la fréquence d'apparition de l'hypertrophie des végétations adénoïdes chez ces patients atteints de trisomie 21. Alors, les végétations adénoïdes peuvent se surinfecter et donner des rhinopharyngites à répétition et par conséquent, qui dit rhinopharyngite à répétition dit risque d'OMA, d'otite moyenne aiguë. Le troisième facteur prédisposant, c'est les allergies. Alors, l'allergie rhinosinusienne, qu'elle soit, c'est les allergies aux acariens, à l'humidité, etc., etc. Donc, l'allergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque une inflammation locale, pareil, une inflammation nasale chronique. Et on avait dit, tout ce qui est inflammation chronique est un lit de surinfection. Donc, infection des voies respiratoires hautes, qui est un facteur de risque de dysfonctionnement de la trompe de Stache. Donc, 25 à 40% des infections respiratoires hautes chez l'enfant de moins de 3 ans sont accompagnées d'OAMA. Donc, et 40 à 50% des enfants de plus de 3 ans avec pathologie d'otite chronique et une rhinite allergique confirmée. Pour les facteurs de risque constitutionnel, donc, on a le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Donc, alors j'ai mis un petit schéma ici. Donc, toutes les remontées acides qui proviennent, ça c'est l'hypopharynx, ça c'est le larynx, d'accord? Ça c'est l'oropharynx et ça c'est le nasopharynx. Là, vous avez la cavité buccale et là, vous avez la fosse nasale. Toutes les remontées acides qui proviennent de l'estomac, donc, peuvent s'accumuler à ce niveau, au niveau de l'oropharynx et provoquer des amygdalites chroniques et s'accumuler au niveau du nasopharynx, surtout lors des positions allongées. D'accord? Lorsque le patient s'endort le soir, donc ces sécrétions-là vont ces acidités, ce suc gastrique va s'accumuler à ce niveau-là et provoquer ce qu'on appelle une inflammation chronique. Encore une fois, l'inflammation chronique est sujette à des épisodes de surinfection. Ça peut se manifester par des angines à répétition, ça peut se manifester par des rhinopharyngites à répétition et ou d'otite moyenne aiguë à répétition tout simplement. Et certains malades développent ce qu'on appelle une otite moyenne chronique de type séromuqueuse, c'est-à-dire qu'il y a un liquide séromuqueux à l'intérieur de l'oreille moyenne qui se développe de manière chronique et cette otite moyenne chronique peut faire l'apanage de surinfection, d'épisodes de surinfection. Le deuxième facteur prédisposant, c'est l'anémie, d'accord?
Ensuite, on a l'hypertrophie des végétations adénoïdes. Alors, c'est quoi les végétations adénoïdes? On avait parlé du nasopharynx qui est l'arrière-cavité des fosses nasales. Donc, c'est la première partie du pharynx en tout, c'est le nasopharynx. Alors, à ce niveau, au niveau du toit et de la paroi postérieure, on a du tissu lymphoïde, ce qu'on appelle l'amygdale pharyngée. Cette amygdale pharyngée, c'est du tissu lymphoïde qui n'est pas très développé, qui fait partie de l'anneau de Waldeyer. L'anneau, c'est le système lymphatique ORL. Alors, ce tissu-là, lors des surinfections, des rhinopharyngites ou toute infection de la sphère ORL, il peut s'hypertrophier, et puis à la fin de la surinfection, il revient à sa place, il a un rôle immunitaire. Le problème, quand il y a des malades qui font des rhinopharyngites à répétition, cette hypertrophie des végétations adénoïdes, elle reste persistante et ça forme une masse qui peut être obstructive. Cette masse, elle-même, elle peut être source de surinfection. Voilà. Donc, c'est du tissu lymphoïde, certes, immunitaire, certes, il a un rôle immunitaire, mais lui-même, il peut être le siège de surinfection à répétition. Et le problème aussi avec les végétations, il peut obstruer cet orifice tubaire. Donc, vous voyez, quand ça prend du volume, ça obstrue la couane. Donc, le malade va ronfler, il va mal respirer. Et ça va obstruer aussi l'orifice tubaire. L'orifice tubaire, s'il est obstrué, donc la trompe de Stache ne va pas faire son rôle de drainage et d'aération de la caisse. Et du coup, l'oreille moyenne va tomber malade, tout simplement. Ça va provoquer des otites moyennes chroniques et otite moyenne aiguë à répétition. Alors, il y a d'autres facteurs environnementaux. Donc, on a la grande fratrie. Donc, plus la fratrie est importante, plus il y a un risque d'exposition. Donc, il y a etc. Donc, on a certaines ethnies qui ont été citées, qui seraient plus disposées à faire des otites moyennes aiguës à répétition. On a la population des Esquimaux, les Indiens d'Amérique, les enfants américains de race blanche. Donc, on ne connaît pas la cause, hein, mais ça a été décrit selon les études comme les populations les plus à risque. Donc, les infections des voies respiratoires hautes, bien sûr, toute infection de la sphère ORL peut se compliquer d'une OMA. Et le mode de garde des enfants en collectivité, notamment en crèche, bien sûr, plus il y a de monde et plus on est susceptible de contracter des pathologies, des maladies infectieuses. Parce qu'on vit c'est la promiscuité. On a aussi le tabagisme passif chez les enfants. Alors, les enfants dont les parents sont des fumeurs, des grands fumeurs, surtout le papa, ils sont exposés. Il faut savoir que le tabac il contient des substances irritantes. Et ces substances irritantes, elles vont provoquer une inflammation chronique de la muqueuse. D'ailleurs, chez les fumeurs, vous allez voir une muqueuse de la sphère ORL complètement inflammatoire, hein, de haut en bas. Donc, et c'est ce qui arrive chez les enfants. Ça provoque une inflammation chronique et toute inflammation chronique, encore une fois, c'est un lit de surinfection. On a l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est un facteur protecteur immunologique. Voilà, ça protège contre les OMA. C'est un facteur protecteur. On va terminer avec les facteurs de risque. On va parler de bactériologie maintenant. Alors, l'OMA est souvent d'origine virale. On a les rhinopharyngites, elles sont souvent d'origine virale. Donc, tout ce qui est au niveau du rhinopharynx peut se propager au niveau de l'oreille moyenne par contiguïté. Après, tout ce qui est viral, au niveau de l'oreille moyenne, ne se manifeste pas à proprement parler, ne donne pas le tableau clinique d'OMA que vous allez voir cet après-midi avec le professeur Myria. Donc, du coup, il y en a plusieurs virus qui peuvent être en cause. On a le virus respiratoire syncytial, le virus par influenza, les virus grippaux de type A et B, les adénovirus, les rhinovirus et certains entérovirus. Alors,
Ce qui nous intéresse beaucoup plus, nous, les ORL, c'est l'épidémiologie bactérienne. Donc, c'est les bactéries qui sont en cause de cette OMA. L'OMA, on va dire que l'OMA, elle est d'origine bactérienne exclusivement. Bon, dans un premier temps, elle est virale, mais elle finit toujours par se surinfecter. Donc, la bactériologie, l'épidémiologie bactérienne, elle est différente en fonction de l'âge des patients, de la saison et des conditions de vie ou encore des pays. Donc, l'étude du liquide d'oreille moyenne permet de mettre en évidence toutes ces bactéries. Alors, avant l'âge de 3 ans, donc on a deux bactéries qui se distinguent, hein, qui sont les plus responsables, sont responsables de 55 à 75% des OAMA. Donc, on a deux bactéries, on avait dit l'Haemophilus influenza et le Streptococcus pneumoniae, c'est le pneumocoque. Mais l'Haemophilus influenza, c'est la bactérie numéro 1 des OAMA. Alors, le taux, donc, on avait dit 55 à 75%, 80%, ça varie, c'est des chiffres qui varient en fonction des études. Alors, pour l'Haemophilus influenza, il représente 40% des cas, donc c'est la première bactérie en cause des OAMA. Donc, les souches impliquées dans les OAMA sont des souches non capsulées, non typables. Donc, le syndrome otite plus conjonctivite est souvent retrouvé dans cette bactérie, quand il s'agit de cette bactérie. Et généralement, l'évolution de l'OAMA, elle est plus favorable que lorsqu'il s'agit d'un pneumocoque. Alors, pour le pneumocoque, le Streptococcus pneumoniae, la proportion de cette bactérie a significativement augmenté en France ces dernières années, donc environ 30% des cas. Donc, assez peu de stéréotypes sont impliqués dans les OAMA. Donc, en 2003, on note environ 90% des OAMA qui étaient dus à 6 sérotypes. Donc, il y a plusieurs sérotypes. Vaccinaux ou non vaccinaux. Donc, les sérotypes les plus fréquents, donc c'est le 19F, le 19A, le 14, le 3, le 6B et le 23F. Alors, parmi ces 6 sérotypes, les sérotypes 19A et 3 ne sont pas contenus dans les vaccins heptavalents conjugués. On va parler des vaccins après. Donc, au total, en 2003, donc 56% des sérotypes retrouvés dans les OAMA sont des sérotypes vaccinaux. Ça, c'est des chiffres français, selon des études françaises. Alors, les infections pneumococciques sont un réel problème de santé publique et font partie des maladies ayant une prévention vaccinale en Europe. Donc, en Europe, la prévention antipneumococcique, elle est faite depuis 1970. Contrairement à ici en Algérie, on va en parler, donc avec la mise à disposition du vaccin polysaccharidis 14, puis 23 valences. Donc, l'impact de la vaccination par le vaccin conjugué heptavalent sur l'épidémiologie bactérienne, lorsque la couverture vaccinale est importante, a été rapporté dans plusieurs études. Donc, il s'agit principalement alors d'une diminution des pneumocoques de sérotypes vaccinaux au profit des sérotypes non vaccinaux. Donc, ainsi que d'une augmentation de la part des OAMA à Haemophilus influenza. Donc, cette vaccination permettrait de réduire donc 10 à 26% des otites récidivantes et de 24% la pose d'aérateurs transtympaniques. Encore une fois, c'est des chiffres à l'international. Alors, en Algérie, c'est différent. Donc, le calendrier vaccinal en Algérie ne comportait pas, avant 2007, une vaccination anti-pneumococcique ni anti-hémophilus. Donc, elle a été introduite en 2007, une vaccination contre l'hémophilus influenza. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a actualisé le calendrier vaccinal par le Comité technique national consécutif de vaccination selon les recommandations internationales et les données épidémiologiques du pays, de l'Algérie. Donc, elle a été traduite par l'introduction de 4 nouveaux vaccins contre la rubéole, les auréans, les infections à pneumocoque et celui de la poliomyélite inactivée en forme injectable. Donc, l'hémophilus a été introduit en 2007. Et puis, la mise en application de la vaccination antipneumococcique a été faite en 2016. Donc, elle a été étudiée en 2014, elle n'a été appliquée qu'en 2016. Alors, en Algérie, donc, le vaccin antipneumococcique conjugué 13 valent
le PCV13, est inclus dans le programme national de vaccination depuis avril 2016 et les enfants nés après cette date sont systématiquement vaccinés. Alors, jusqu'à 2018, il n'y avait aucune recommandation spécifique en Algérie pour la vaccination antipneumococcique des personnes à risque, ni de recommandation fondée sur l'âge pour les adultes. Récemment, un groupe d'experts algériens a émis des recommandations sur la vaccination de l'enfant et de l'adulte à risque. Donc, exposé dans un article publié le 18-10-2018. Donc, l'intervention de ce groupe était en premier lieu de passer en revue tous les éléments de preuve disponibles sur les infections en pneumocoque et plus particulièrement les données algériennes et en second lieu de proposer un calendrier de vaccination antipneumococcique chez les enfants et les adultes. Alors, concernant la résistance aux antibiotiques, donc si le pneumocoque est naturellement sensible à la plupart des antibiotiques depuis 1985, je suis en vidéoconférence. Merci. Alors, le nombre de souches, désolé, on nous perturbe. Que voulez-vous qu'on fasse? Alors, le nombre de souches résistantes à la pénicilline augmente d'année en année. Donc, en France, on a constaté que la résistance au bêta-lactamine à Pénigé, qui était en 1987 de 3,8%, elle a augmenté, elle a atteint 11,9% en 90. Donc, en 2007, en France, donc 60% de pneumocoques isolés dans le liquide OMA étaient résistants à la pénicilline. Vous voyez que au fil des années, donc la résistance aux antibiotiques, elle ne cesse d'augmenter. Donc, le Streptococcus pneumoniae est la principale cause de pneumonie et la deuxième cause d'otite moyenne aiguë et de méningite en Algérie. Donc, malgré son importance, peu d'informations sur la résistance microbienne de cette bactérie en Algérie sont disponibles. Malheureusement, il y a très peu d'études sur ça. Donc, le seul rapport préliminaire dans l'est du pays a montré, donc on a la capture de l'article. Donc, le seul rapport préliminaire dans l'est du pays a montré que 12% des streptocoques pneumoniae étaient insensibles à la pénicilline G parce qu'ils sécrétaient une enzyme, la bêta-lactamase, qui était résistante. D'ailleurs, l'amoxicilline n'est pas efficace contre le pneumocoque, contre les infections de l'oreille moyenne aiguë. Les petites moyennes aiguës. Une étude a montré que l'Algérie est classée parmi les régions avec des taux élevés de résistance aux médicaments dans les pneumocoques, donc plus de 10%. Alors, on revient aux germes, donc à la bactériologie. Donc, on a d'autres germes. On avait parlé de l'Haemophilus influenza et du pneumocoque. On a d'autres germes qui sont moins fréquents, mais ils sont là, qu'il faut connaître. Donc, on a dans 5 à 15% des cas, on a la Brahamella cataralis et la Moraxella cataralis. Ce sont ces deux germes-là. Et puis, dans moins 15,5%, on peut retrouver le Staphylococcus aureus et le Streptococcus pyogène. C'est le streptocoque du groupe A. Et exceptionnellement, on a isolé dans l'OMA la Turicella otidis, Aloecoccus otidis et le Mycoplasma pneumoniae. Chlamydia pneumoniae aussi, c'est des germes qui sont exceptionnels, qui ont été identifiés, pas en Algérie spécialement, mais ailleurs. Et dont le rôle pathogène de ces bactéries n'est pas clairement établi. Alors, là, tout ça, on était en train de parler des enfants de plus de 3 ans. Là, on va évoquer les enfants qui portent des aérateurs transtympaniques. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'otite moyenne chronique, type séromuqueuse. Donc, c'est la présence de liquide séromuqueux qui siège en permanence dans l'oreille moyenne et qui peut être source de surinfection bactérienne ou alors d'hypoacousie, de gêne auditive, d'otalgie, etc. Donc, chez ces patients-là, donc on a fait une étude du liquide
lorsqu'on place un aérateur. Donc, le traitement de ces otites moyennes chroniques, c'est de placer un aérateur transtympanique. Donc, on fait une parasynthèse au niveau du tympan, on ouvre le tympan, on place un drain transtympanique justement pour drainer ces sécrétions. Donc, lors du prélèvement de ces sécrétions dans l'oreille moyenne, donc, on a constaté la présence de Pseudomonas aeruginosa et le Streptococcus aureus et quelques levures qui est majorée par rapport aux bactéries retrouvées classiquement. Donc, on ne retrouve pas les bactéries qu'on a citées, les 4 bactéries qu'on a citées tout à l'heure, mais plutôt le Pseudomonas aeruginosa et le Streptococcus aureus. Donc, par contre, avant l'âge de 3 mois, donc c'est les mêmes germes, mais leur fréquence, elle est moindre. Donc, dans cette tranche d'âge, le Streptococcus aureus et le Pseudomonas aeruginosa, certaines entérobactéries ainsi que Streptococcus agalactia, je ne sais pas comment le prononcer, jouent un rôle non négligeable. Donc, on peut retrouver d'autres germes, donc les entérobactéries par exemple. Alors, ces bactéries sont isolées avec une fréquence allant de 5 à 25% en fonction des études. Donc, c'est une grande partie en raison de ces pathogènes particuliers nécessitant une prise en charge spécifique. Donc, un avis spécialisé est recommandé et une parasynthèse à visée diagnostique fréquemment réalisée pour ces enfants. Donc, déjà, c'est rare avant l'âge de 3 mois qu'une otite moyenne aiguë survienne. Et si elle survient, c'est au médecin ORL spécialiste de la traiter, de la prendre en charge. Alors, chez l'adulte aussi, l'OMA, elle est rare, mais elle existe, elle est rare. Donc, les infections chroniques sont les plus fréquentes. Donc, les otites moyennes chroniques sont plus fréquentes que les otites moyennes aiguës. Donc, en fait, le tableau d'OMA peut, dans un certain nombre de cas, correspondre à une otite chronique surinfectée. Donc, c'est généralement les otites moyennes chroniques polycéatomateuses qui font le lit de surinfection bactérienne. Ils font des OMA, des épisodes de réchauffement, on appelle ça. Donc, néanmoins, chez l'adulte, les pathogènes majeurs restent, c'est les mêmes pathogènes. Donc, c'est l'hémophilus influenza et le Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque. Et voilà. Donc, en conclusion, on dira que, en gros, il y a 4 bactéries qui se distinguent, on les a citées. Et si l'on teste in vitro les antibiotiques les plus habituellement prescrits en première intention dans ce type de pathologie, donc il apparaît que l'association amoxicilline et acide clavulanique est la plus performante. Donc l'amoxicilline, elle est pénalisée par la production de bêta-lactamase par ces germes-là. Les macrolides aussi ne sont pas très efficaces. Donc l'hémophilus, il est résistant aux macrolides. Donc la résistance de plus en plus fréquente du pneumocoque aussi. Donc voilà, alors tout ce qui est volet antibiothérapie, vous allez le faire dans une autre présentation. Donc je suis là juste pour vous parler de la bactériologie, l'épidémiologie. Voilà, et je vous remercie. J'imagine que tout le monde va se poser des questions sur le traitement antibiotique, etc. Parce que la clinique, je pense que tout le monde connaît, hein, que tout médecin généraliste connaît, ben, ce sera juste des rappels. Mais c'est surtout le volet complications, volet thérapeutique qui est très important que vous allez faire après. Bonjour, merci pour la présentation. On observe que les ORL prescrivent du ciprolent. Non, en fait, le ciprolent, c'est pour les otites moyennes chroniques surinfectées. Encore une fois, bon, on va pas parler de l'antibiothérapie, mais c'est beaucoup plus. C'est pas en première intention, c'est pas ce qu'on prescrit. Voilà, une OMA chez un enfant, même chez un adulte, c'est pas le premier antibiotique prescrit. Alors, autocine en gouttes, pour la prise en charge. Justement, pour la prise en charge de l'OMA, ça fera partie c'est le sujet d'une autre présentation. Alors, les OMA, les autocines en gouttes, elle n'est pas prescrite systématiquement. Ça dépend du tableau clinique. Est-ce que c'est une OMA congestive?
Est-ce qu'elle c'est une OMA perforée avec autoré? Ça diffère selon le tableau clinique. Autopha, polydexa en gouttes, non, non. Autopha, tout ce qui est collyre antibiotique, on ne les prescrit pas systématiquement quand on a une otite moyenne aiguë. Comme dès que vous avez une otite moyenne avec perforation tympanique et issue de pus, yani autoré, là, on doit prescrire des collyres. Mais prescrire des collyres sur une oreille, c'est-à-dire un tympan qui est fermé, congestif certes, mais fermé, non, on prescrit pas. Polydexa, pareil. Alors, les otites évoluées avec mastoïdite, puisque ça fera partie du sujet d'une autre présentation, mais otite avec mastoïdite, il faut une hospitalisation, une prise en charge hospitalière avec drainage. Généralement, ça se manifeste par une collection rétro-auriculaire abcédée, donc il faut drainer cet abcès. Quand il n'y a pas de collection rétro-auriculaire, donc généralement chez les enfants, on parle pas de mastoïdite, on parle d'auto-entrite. Voilà, parce que la mastoïde n'est pas très développée. Il y a surtout l'antre qui est développé. Et du coup, on fait en place, non seulement en hospitalisant, mais sous traitement antibiotique, généralement, c'est des céphalosporines de 3e génération. On place un drain transtympanique justement pour aérer ce tympan, cette caisse plutôt. En cas d'allergie à la pénicilline, la conduite à tenir. Et c'est ça le problème. En cas d'allergie à la pénicilline, on ne peut pas prescrire des macrolides. Les macrolides ne vont pas donner des résultats. Donc, quand il y a une allergie à la pénicilline, on donne des céphalosporines, que ce soit 2e génération, mais surtout de 3e génération, en comprimé. Céphalexine. On peut donner du ciprolon aussi. Les quinolones, elles sont actives contre ces germes-là. Alors, c'est vrai que chez le diabétique, on a en tant qu'ORL, on a plus tendance à prescrire du ciprolon, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on tape fort. Dès le départ, on tape fort. Mais encore une fois, mais je sais pas si c'est diabétique, c'est selon le tableau clinique. C'est pas parce que c'est un diabétique, c'est par rapport au tableau clinique. Les complications des otites moyennes, vous allez les faire cet après-midi avec le professeur Ben Yahya. Il y en a pas mal, hein. Tout ce qui est syndrome infectieux peut se compliquer, que ce soit propagation du pus par contiguïté, c'est-à-dire il va toucher les structures avoisinantes de l'oreille moyenne, ou là, carrément dans le sang, septicémie, etc. C'est des tableaux cliniques. La première complication, c'est la mastoïdite, par exemple. D'abord, l'oreille, elle se perfore, elle est remplie de pus. Le tympan, il se perfore. Il y a du pus qui sort par le conduit auditif externe. Au pire, il passe dans la mastoïde. Ça passe dans la mastoïde. Ça provoque une mastoïdite. Après, le pus, il n'est pas traité. Ça va passer dans le cerveau. Ça peut donner un abcès cérébral, un abcès sous-périosté, un abcès intracérébral, une méningite, et puis la septicémie. Et puis la mastoïdite, quand elle n'est pas traitée, elle peut se propager dans le cou et donner ce qu'on appelle une cellulite type Bézold. Donc, vous allez les voir normalement cet après-midi. D'accord. Donc, vous recevez beaucoup de méningites. Alors, le point de départ n'est pas forcément les otites, hein. Le premier point de départ de méningite chez l'enfant, c'est les rhinopharyngites, hein, qui se compliquent de méningite, à pneumocoque, en l'occurrence. Alors, il n'y a pas eu encore d'études épidémiologiques depuis l'introduction de la vaccination antipneumococcique, hein. C'est-à-dire pour revoir, pour réactualiser les données épidémiologiques concernant la bactériologie des otites moyennes aiguës. C'est un projet de recherche qu'on est en train de mettre en place, qu'on aimerait mettre en place, et depuis 2020, on est en train de travailler dessus.
pour le réaliser et faire des prélèvements de l'oreille moyenne et revoir justement cette étude bactériologique actuelle pour voir si la vaccination, le nouveau calendrier vaccinal depuis 2016 a eu un impact sur la bactériologie ou pas. Est-ce que les germes ont diminué? Est-ce que ça a changé? Est-ce que le taux d'OMA l'a diminué ou pas? On n'a pas encore de données. C'est trop tôt. Solaci, alors Atli, c'est le seul remède Solaci contre la rhinopharyngite. C'est pas le seul remède, c'est un fortifiant, on va dire. C'est un stimulateur immunologique, hein, c'est pas un traitement. C'est pour prévenir, chez les gens qui font des rhinopharyngites ou là des infections ORL d'une manière générale, origine à répétition, rhinopharyngite à répétition, à une fréquence très élevée, surtout chez les enfants. Donc, on peut les aider avec Solaci, qui est un stimulateur immunitaire. On peut savoir l'atteinte d'une otite à l'aide d'une formule FNS. Pas du tout, pas du tout. Le diagnostic de l'otite moyenne aiguë, c'est la clinique, c'est pas autre chose. C'est la clinique. C'est pas la FNS. Hein. Vous pouvez avoir une FNS normale, hein. C'est la clinique. Mais généralement, elle s'accompagne d'une hyperleucocytose. Alors, elle est en train de vous écrire, vous pouvez télécharger la communication maintenant sur le Zoom. Vous l'avez reçu. Ah voilà, ils l'ont reçu. Merci pour le PDF. Bon, merci pour votre exposé. Ben, je vous en prie, avec plaisir. Et là, vous m'entendez? Parce qu'une otite moyenne guérit sans traitement. Alors oui, il y a des otites moyennes qui guérissent sans traitement, mais généralement, il faut toujours un traitement antibiotique. Il faut toujours un traitement. OTA, c'est quoi? Otite moyenne aiguë, vous voulez dire? Le premier traitement antibiotique contre le premier, c'est ça, hein, contre l'otite moyenne aiguë, donc c'est l'augmentin. Donc c'est amoxicilline plus acide clavulanique. L'acide clavulanique, il est efficace contre les bêta-lactamases qui sont sécrétées par ces bactéries-là, malheureusement. Donc on est obligé d'associer l'acide clavulanique à l'amoxicilline. On peut pas, l'amoxicilline seule ne donne pas de résultat sur l'OMA. Qu'il existe des otites virales et comment on peut faire la différence? Non, il n'y a pas d'otite virale. J'ai parlé d'otite virale. En fait, c'est un virus qui va se surinfecter. Ça commence par une infection rhinopharyngée virale et ça finit par se surinfecter. Voilà, se surinfecte et ça se propage. Quand le virus se propage au niveau de l'oreille moyenne, il n'est pas symptomatique. Ça donne pas une otite moyenne aiguë, proprement parler, congestive, puis purulente et tout. La place de la corticothérapie, encore une fois, le volet thérapeutique, vous allez l'évoquer plus tard dans d'autres présentations. Alors, la corticothérapie, elle est très importante dans le traitement. Est-ce qu'elle est systématique? Non, mais elle a un rôle important, oui. On est souvent amené à prescrire des corticoïdes quand la symptomatologie, elle est très importante, quand on a une otite moyenne congestive à tympan fermé, où les signes fonctionnels sont très importants, un type de douleur, otalgie importante. Donc la corticothérapie, elle va soulager, elle va diminuer le liquide qui est à l'intérieur et ça va l'inflammation et ça va soulager le malade. Mais c'est pas systématique. Quand vous avez une otite moyenne aiguë, purulente, perforée, c'est-à-dire que le tympan est perforé et il y a le pus qui sort, donc les symptômes sont moindres, le malade se plaint moins, il y a moins de douleur, il y a moins d'effets gênants, et du coup, la corticothérapie n'a pas sa place. Après, dans les otites qui sont traînantes, une OMA qui traîne, qui ne répond pas au traitement, là, ou alors, elle répond au traitement cliniquement quand on examine, ça va mieux, il y a plus de congestion, un peu de rougeur, mais le malade se plaint toujours. Il est gêné par une sensation d'oreille bouchée et tout. Là,
on est amené à prescrire des corticoïdes. La virale, elle commence unilatérale. Oui, elle commence unilatérale. Antibiothérapie probabiliste ou dirigée par hémo. Non, non, elle est probabiliste. On peut pas la diriger par hémoculture. Non, on fait pas d'hémoculture dans l'OMA. Non, 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 pas du tout. C'est purement local. Place de l'antibiogramme. Alors, l'antibiogramme, quand est-ce qu'on fait des prélèvements du pus au niveau de l'oreille avec antibiogramme? Quand on a justement une OMA traînante qui ne répond pas au traitement. Alors, généralement, les OMA traînantes qui ne répondent pas au traitement, c'est généralement chez certaines personnes. Chez les otites moyennes chroniques, généralement, il y a plutôt un enfant qui fait des autorés à répétition, faut penser à une otite moyenne chronique de type cholestéatomateuse. D'accord? Et Hadoma, oui, on fait des prélèvements chez eux et on doit adapter l'antibiothérapie en fonction de l'antibiogramme. Voilà. Alors, un enfant qui présente un écoulement de l'oreille, c'est-à-dire une otorée purulente, est-ce qu'on peut prescrire? On doit prescrire une antibiothérapie. On doit traiter déjà localement. Et vous parlez de l'antibiothérapie par voie générale, c'est-à-dire par des comprimés. Est-ce que c'est selon le cas clinique, c'est selon le tableau clinique? Je peux pas répondre à cette question. L'anémie, comment facteur favorisant? En fait, l'anémie, ça donne une immunodépression, tout simplement. Quand on a une OMA et en même temps on a une poussée dentaire, ben on traite l'OMA tout simplement. C'est-à-dire que la poussée dentaire ne va pas contre-indiquer la prescription d'antibiotiques. Si c'est ça votre question, j'ai pas compris la question, ce qu'elle veut dire. Non, OMA avec conjonctivite, on avait dit l'hémophilus. Est-ce que l'otite peut rendre sourd? Bien sûr, l'otite peut rendre sourd, c'est-à-dire que l'oreille moyenne, c'est une caisse aérée qui contient les osselets. Et pour qu'elle fonctionne bien, il faudrait qu'il y ait de l'air, pas de l'eau, pas de un liquide, pas du pus, surtout pas du pus. Donc le pus qui va entraver l'activité mécanique qui fait que l'onde sonore est transmise à travers le tympan et les osselets. D'accord, bien sûr, on peut rendre sourd définitivement. Mais momentanément, pendant l'épisode d'OMA, vous pouvez avoir une hypoacousie, tout simplement. Suite à une rhinopharyngite, est-ce qu'on traite l'OMA? L'OMA, c'est selon le tableau clinique. Si vous avez une OMA, il faut la traiter. Ça, c'est clair et net. Une OMA, elle doit être traitée. Voilà, tout simplement. Traitement symptomatique, en fait, tout ce qui est otalgie, une gêne, au niveau de l'oreille ne veut pas dire forcément OMA. C'est le tableau clinique complet, c'est-à-dire l'examen clinique otoscopique qui doit être fait par le généraliste ou par l'ORL. D'accord? Qui va mettre en évidence cette OMA, tout simplement. C'est pas parce que j'ai une rhinopharyngite et j'ai un peu mal en oreille, c'est une OMA, ça n'a rien à voir. Et ça, encore une fois, vous allez le faire l'après-midi. Voilà, je vais pas m'étaler sur ça. Je vous remercie, merci à tout le monde. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.